Quand je me suis fiancée avec mon petit ami, il a souri et m'a encouragée à l'embrasser. Timidement, je me suis exécutée, mais j'ai alors entendu ses pensées intérieures. Quelle horreur! Elle se prend vraiment pour mignonne? Si ce n'était pas pour accomplir ma mission et sauver mon véritable amour, qui voudrait faire semblant pour elle. Mais plus tard, une fois qu'il est retourné avec succès à la réalité et a retrouvé son premier amour, il n'était pas heureux du tout. Agissant comme un fou, il s'est blessé juste pour revenir dans le monde de la mission et me revoir. Ben et moi nous sommes rencontrés quand nous étions enfants. Nous étions camarades de classe au lycée et à l'université. De l'uniforme scolaire à la robe de mariée, tout le monde nous enviait. Il était comme un rayon de soleil, chaleureux et éblouissant. Il m'a sauvé maintes et maintes fois. Une bonne personne, d'une bonne famille, bon avec moi. Le petit ami idéal. Le jour de nos fiançailles, la fête était grandiose et animée. Les amis ont scandé, un baiser. Un baiser. Ben s'est penché avec un sourire, les fossettes profondes dans les joues, et m'a fait un clin d'œil. Tina, l'ambiance est au beau fixe. Celle-ça avec un baiser, et je suis à toi. Étourdie par sa beauté, j'ai rougi et me suis mise sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Ben a gloussé, ma Tina est si adorable. Mon cœur battait la chamade. La foule a éclaté en acclamations encore plus fortes. Au milieu du chaos, j'ai soudain entendu une voix mécanique. Système, niveau d'affection 95%. 96%. 97%. Felicitations, Oat. Le niveau d'affection de la cible Tina a atteint 99%. Encore 1% et vous terminerez la mission, exaucerez votre souhait et retournerez au monde réel avec succès. Puis est venue la voix intérieure de Ben, totalement différente et empreinte de mépris froid. Quelle horreur! Elle se prend vraiment pour mignonne? Si ce n'était pas pour accomplir ma mission et sauver mon véritable amour, qui voudrait faire semblant pour elle. Mais plus tard, une fois qu'il est retourné avec succès à la réalité et a retrouvé son premier amour, il n'était pas heureux du tout. Agissant comme un fou, il s'est blessé juste pour revenir dans le monde de la mission et me revoir. Ben et moi nous sommes rencontrés quand nous étions enfants. Nous étions camarades de classe au lycée et à l'université. De l'uniforme scolaire à la robe de mariée, tout le monde nous enviait. Il était comme un rayon de soleil, chaleureux et éblouissant. Il m'a sauvé maintes et maintes fois. Une bonne personne, d'une bonne famille, bon avec moi. Le petit ami idéal. Le jour de nos fiançailles, la fête était grandiose et animée. Les amis ont scandé, un baiser. Un baiser. Ben s'est penché avec un sourire, les fossettes profondes dans les joues, et m'a fait un clin d'œil. Tina, l'ambiance est au beau fixe. Celle-ça avec un baiser, et je suis à toi. Étourdie par sa beauté, j'ai rougi et me suis mise sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Ben a gloussé, ma Tina est si adorable. Mon cœur battait la chamade. La foule a éclaté en acclamations encore plus fortes. Au milieu du chaos, j'ai soudain entendu une voix mécanique. Système, niveau d'affection 95%. 96%. 97%. Félicitations, Oat. Le niveau d'affection de la cible Tina a atteint 99%. Encore 1% et vous terminerez la mission, exaucerez votre souhait et retournerez au monde réel avec succès. Puis est venue la voix intérieure de Ben, totalement différente et empreinte de mépris froid. Quelle horreur! Elle se prend vraiment pour mignonne? Si ce n'était. Entourée par l'agitation joyeuse, j'ai eu l'impression que quelqu'un me jetait un seau d'eau froide. Engourdie, je l'ai fixé du regard. Sentant ma distraction, Ben a eu l'air perplexe. Tina, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai repris mes esprits et forcé un sourire. Rien, j'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Il m'a tapoté le nez avec espièglerie, les yeux remplis d'affection, vaillis. Son attitude était si différente de cette voix froide et méprisante, un contraste si frappant. Je me suis précipitée seule aux toilettes, me remémorant les mots que j'avais entendus, me calmant avant de ressortir. Les invités de la fête s'étaient dispersés en petits groupes. J'ai trouvé Ben dans un coin du jardin. Avant de m'approcher, j'ai de nouveau entendu ses pensées intérieures. Quand pourrais-je me débarrasser de Tina? J'en ai tellement marre de faire semblant avec elle. Il se tenait là, inaperçu, dans un coin, frottant l'endroit que j'avais embrassé avec de l'eau, comme si j'étais quelque chose de sale, jusqu'à ce que sa peau devienne rouge. J'ai figé. Ni lui ni le système ne m'ont remarqué. Le système l'a réconforté, encore 1% de progression. Bientôt, vous n'aurez plus à la voir. Les cheveux sombres de Ben dégoulinaient d'eau, ses longs cils projetaient des ombres sur ses yeux profonds, ses traits étaient étrangers et froids. Après un moment, il a fait tourner la bague de fiançailles bleu glacier, légumarine de première qualité reflétant de jolies lumières, son expression s'est adoucie. Ben,
Bientôt je verrai Linda. Elle aime le bleu. Ces bagues auraient dû être les siennes. En y pensant, son expression est redevenue froide. Dommage que Tina l'ait prise en premier. Nonchalamment, il a jeté la bague. Peu importe, Linda mérite mieux. Leur échange silencieux m'a laissé figé sur place, assemblant lentement les pièces du puzzle. Il s'avérait que mon monde n'était qu'un livre. J'étais le personnage secondaire machiavélique et maléfique, le plus grand obstacle sur le chemin du couple principal. Ben était un transmigrant. Dans le monde réel, il aimait une fille nommée Linda. Elle avait été blessée en le sauvant lors d'un accident de voiture et était tombée dans le coma. Ben voulait la sauver, alors il avait accepté l'exigence du système, accomplir la mission pour obtenir un vœu du dieu principal. Son vœu était que son premier amour se réveille. L'échec entraînerait son effacement. Pas étonnant qu'il ait insisté pour porter la bague à pierre précieuse lors de nos fiançailles. C'était parce que son premier amour aimait le bleu. Ben aimait me offrir des choses bleues, des robes bleu ciel, des épingles à cheveux marines, des talons bleu glacier. Je pensais qu'il aimait cette couleur. Il s'avérait qu'il m'habillait simplement comme son premier amour. Mais avant nos fiançailles, quand j'ai instinctivement choisi une robe marine qu'il aimait, il a froncé les sourcils et m'a demandé de la changer. Je n'avais pas compris à l'époque, mais maintenant oui. Peut-être qu'il sentait que je ne le méritais pas, tout comme il sentait que je ne méritais pas le même ensemble de bagues. Pour lui, elles auraient dû être celles de Linda. Étourdi, je suis retourné à la fête, heurtant intentionnellement un serveur. Du vin rouge s'est répandu partout sur moi, salissant ma robe blanche, j'avais une excuse pour me changer. J'ai opté pour une robe bleu glacier étincelante. Je suis allé voir Ben, faisant comme si rien ne s'était passé, me plaignant avec légèreté d'avoir renversé du vin et d'avoir dû me changer, puis je lui ai demandé. « Je suis jolie ?» Ben est redevenu lui-même sans transition, plein d'amour en me tapotant la tête. « Oui, tout va bien. » Pourtant, intérieurement, il me méprisait, encore en train d'imiter Linda, juste une piètre contrefaçon. C'est lui qui m'avait subtilement poussé à m'habiller comme Linda. Maintenant, il me dédaignait pour l'avoir imité et lui avoir volé sa place, c'est lui qui s'était immiscé dans ma vie, pourtant il m'en voulait d'avoir pris la place de Linda. J'ai réalisé que ce n'était pas mon imagination, et le sourire a disparu de mon visage alors que je le repoussais. À mon oreille, une voix de système a retenti, niveau d'affection de la cible, 98, 97, 69, 10, 1%. Haute. Haute. Que se passe-t-il ? Si son affection passe au négatif, vous échouerez la mission et serez effacé. 1%. Ouf, il s'est finalement stabilisé à 1%. Haute, que se passe-t-il ? Ben m'a fixé d'un regard vide, sans avoir la moindre idée de ce qui venait de se passer. Sous les regards perplexes de tous, j'ai dit fermement, « Ben, rompons. Les fiançailles sont rompues. Je te rendrai tout ce que tu m'as donné. » La pièce a éclaté en murmures de surprise. J'ai fui les lieux, j'ai démissionné de mon travail le jour même et j'ai déménagé dans une autre ville. Ben est devenu fou en essayant de me retrouver, mais je l'ai ignoré. Pour quelqu'un qui n'a pas reçu beaucoup d'amour en grandissant, on le désire ardemment ou on rejette toutes les émotions. Je suis la seconde option. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter quelqu'un dans mon cœur, et dès qu'il a été attaqué, je l'ai refermé hermétiquement, comme une palourde sensible. J'ai trouvé un nouveau travail. Ici, personne ne me connaissait, ni Ben, et je me sentais libre jusqu'à ce que Ben finisse par me retrouver. Il a présenté un énorme bouquet de roses en front de tout le monde et a tenu ma main si doucement, tremblant. L'air confus et un peu blessé, il a demandé « Tina, que s'est-il passé ? Pourquoi m'as-tu quitté ?» Ses yeux étaient cernés de rouge, il ressemblait à un chiot perdu. Je suis restée impassible, le repoussant, « Je ne t'aime plus, c'est tout. Ne te présente plus devant moi. » Je ne pouvais pas lui dire que j'entendais ses pensées. À ce moment-là, son esprit était plein de confusion et de frustration, décidément la méchante petite amie. Si imprévisible. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal ? Silencieuse, je l'ai contournée, j'ai pris mes affaires et je suis partie sans un autre regard. Ben a maladroitement essayé de me rattraper, a trébuché sur les fleurs et s'est précipité sous la pluie, essuyant l'eau de la vitre de la voiture avec ses mains. Son visage pâle, trempé par la pluie, avait l'air absolument pitoyable. « Tina, si j'ai fait quelque chose de mal, s'il te plaît dis-le-moi. Je changerai, je suis prêt à changer. » Je l'ai fixé à travers la vitre brouillée par la pluie pendant un moment, puis j'ai dit au chauffeur de taxi de se dépêcher et de partir, le laissant derrière moi. Ben n'a pas abandonné. Il a continué à m'envoyer des fleurs tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Sur la carte, il avait écrit « Si tu n'aimes pas notre passé, je veux tout recommencer. Bonjour, Tina. » Il a réussi à établir des affaires avec ma nouvelle entreprise et à installer un bureau à côté du mien.
Il a déménagé juste à côté de chez moi, et lentement, tout le monde au travail a été au courant de notre histoire. Des collègues disaient « Il t'aime tellement, et c'est un tel parti. Pourquoi ne reviendrais-tu pas sur ta décision ?» D'anciens camarades de classe se sont également joints « Il t'aime vraiment. Comment peux-tu le rejeter ?» Même ma mère et mes grands-parents ont appelé « Tina, qu'est-ce qui se passe entre toi et Ben ? Tu l'as largué et fait de lui la risée, mais ça ne le dérange même pas. Il te traite toujours bien. Comment as-tu pu ? » Tout le monde insistait sur le fait qu'il était fou de moi. Mais je savais qu'il me méprisait en fait de plus en plus. J'entravais sa mission, le déconcertais, le laissais impuissant, le faisais grincer des dents. J'étais la première partie de sa vie qui ne se déroulait pas comme prévu, peu coopérative et instable, mais impossible à ignorer. J'ai décidé de déménager à nouveau. En faisant mes valises, un bonbon au raisin périmé est tombé. Au moment où je me penchais pour le ramasser, ma mère a appelé. Elle m'a dit « Ton grand-père est malade. Viens le voir. » Elle a raccroché, sans aucune chaleur dans la voix. J'ai ramassé le vieux bonbon et je me suis soudain souvenu de la première fois que j'avais rencontré Ben. Ma mère était enfant unique dans une famille de classe moyenne de la villa, mais elle avait été kidnappée et emmenée dans une région montagneuse isolée où elle m'avait mise au monde. Ce furent ses jours les plus sombres, toujours battue, emprisonnée, forcée. Quand elle est tombée enceinte de moi par accident, elle était dégoûtée et a essayé de se frapper le ventre pour avorter. Mais j'étais trop têtue. Finalement, elle a dû me garder. Elle me haïssait, principalement parce que je portais le sang de son agresseur. Elle croyait que je ne vaudrais rien en grandissant et me traitait toujours froidement. Mais je comptais beaucoup sur elle. Les enfants aspirent naturellement à leurs parents. Dès que j'ai été assez grande, je lui apportais de la nourriture et des médicaments en douce, essayant de la réconforter même si elle me disait toujours de partir. N'ayant pas été bien traitée et sans autres parents à qui me comparer, à l'époque, je ne réalisais même pas qu'elle était cruelle. Quand j'ai eu 10 ans, l'attitude de ma mère a soudainement changé. Elle a commencé à me sourire, à me tresser les cheveux, à chanter des comptines, décrivant un monde magnifique au-delà des montagnes. Elle me parlait du monde extérieur. Comment il y avait de grands bâtiments et qu'au printemps, les roses le long des routes fleurissaient comme des cascades. Des magasins de toutes sortes bordaient les rues, cachés parmi les fleurs et les arbres. Elle mentionnait le petit magasin rempli de délicieux bonbons, en particulier une sorte que l'enfant de son parent adorait, super sucré. Elle disait « Tina, quand il y aura une occasion, maman t'achètera des bonbons. » J'étais trop jeune pour saisir la complexité dans ses yeux à l'époque. Elle m'appelait Tina, un nom qu'elle avait choisi pour moi. Je suis née le soir. La sage-femme a poussé la porte étroite en bois. Elle était allongée dans une pièce étouffante et malodorante. Sa première vue fut les rizières vertes et fraîches et des volutes de fumée s'élevant au loin. Les gens pensaient qu'elle était instruite, alors ils l'ont laissé nommer le bébé. Elle a dit nonchalamment « Tina ». Les autres n'ont pas perçu le dédain et le hasard dans sa voix, ils ont supposé que c'était un nom sophistiqué. Ces jours la semblaient un rêve. Trop beau pour être vrai. Mais les rêves ne durent pas. Ils se brisent au moindre contact. Une nuit, maman s'est enfuie. J'ai alors réalisé que sa gentillesse soudaine était pour me piéger à ramasser des choses pour son évasion. Les villageois ont découvert que je lui avais donné la clé, cartographié la route et préparé des provisions. Ils m'ont battue, à 10 ans, presque à mort et m'ont traîné avec eux pour la trouver. Je ne lui en voulais pas. À 10 ans, je ne pouvais pas distinguer le bien du mal, mais je pouvais voir si maman allait bien. Ce n'était pas le cas. J'ai essayé fort de lui faire gagner du temps. Mais elle ne connaissait pas les montagnes comme les habitants. Mon père biologique l'a rattrapée. Devant moi, il l'a battue sans pitié. Maman, trop faible pour parler, me regardait d'un air suppliant entre les coups, les yeux désespérés et éteints. J'ai couru et l'ai poussé. Il a glissé, est tombé, a heurté une grosse roche, et son sang s'est étalé dessus. J'ai figé. Maman était sidérée aussi. Finalement, elle l'a poussé du pied et a découvert qu'il ne respirait plus. Alors que les villageois se rapprochaient, elle a couru, me laissant derrière. Instinctivement, je l'ai suivie. Elle n'a pas pu se débarrasser de moi, alors elle m'a emmenée avec elle. Avec mes indications, nous avons atteint la ville en toute sécurité. Pour la première fois, j'ai quitté les montagnes. C'était à la fois excitant et intimidant. Je serrais mes vêtements sales, trop timide pour lever la tête. J'ai vu des parents acheter des gâteries pour leurs filles bien habillées. J'ai regardé avec envie, j'ai pris mon courage à deux mains pour demander à maman un bonbon, comme elle l'avait promis. Mais elle m'a repoussé, son dédain n'étant plus dissimulé. Ne m'appelle pas maman. Tu n'es pas ma fille. Tu es la fille d'un agresseur. Si jeune et déjà une tueuse, je ne pourrais jamais avoir un enfant aussi cruel. Je l'ai fixé, perdu, m'excusant à travers mes larmes.
Maman, je suis désolée. Je ne veux pas de bonbons. Je veux juste toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. Elle m'a ignorée, m'a laissée au poste de police, puis a disparu. J'ai pleuré pendant des heures. Les gens à l'intérieur ont demandé ce qui s'était passé. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Je leur ai tout raconté, me blâmant comme si cela pouvait arranger quoi que ce soit. Finalement, j'ai été renvoyée au village et ils n'ont pas pu trouver d'autres tuteurs. La mort de mon père, comme j'étais trop jeune, n'a pas entraîné de lourdes sanctions. Les villageois, cependant, ont payé. Beaucoup ont été arrêtés ou punis pour traite de femmes. De nombreuses femmes qu'ils avaient vendues ont été secourues. Mais tout le monde au village me méprisait, même mes grands-parents. Ils m'ont enfermée, battue, torturée. Je me suis défendue férocement, et ils ont eu peur. Alors ils ont essayé de me faire mourir de faim. J'ai mis le feu et je me suis enfuie. Suivant l'itinéraire de disparition de maman, je l'ai cherchée comme une mendiante. J'ai erré, dormi sous des ponts, bu de l'eau sale, fouillé les ordures, mangé de la nourriture périmée, sans jamais la trouver. Quand je suis tombée malade, recroquevillée dans un coin de parc, au plus bas, un jeune garçon en costume m'a découverte à travers un voile de rose. Et, j'ai trouvé quelqu'un, a-t-il dit avec enthousiasme à un adulte. Son visage jeune et raffiné brillait à la lumière. Cela s'est gravé dans ma mémoire comme un incendie de forêt traversant des nuits de montagne sans fin, un mélange d'espoir et de destruction. C'était Ben, 12 ans. Dans ma vie pauvre et jeune, personne comme Ben n'existait. Il m'a nourri, m'a donné à boire, m'a acheté de nouveaux vêtements et m'a aidé à retrouver ma mère. Comme un prince de conte de fées, noble et chaud comme le soleil. Nous avons retrouvé mes grands-parents des mois plus tard. Ben a retrouvé les parents de ma mère. Leur maison était une charmante vieille demeure. Je me tenais nerveusement devant les roses fanées, tandis que le garçon lumineux derrière elle me souriait d'un air encourageant. Rassemblant mon courage, j'ai fait face aux étrangers qui ont ouvert la porte, j'ai révélé mon identité, ils ont eu l'air complètement choqués. Il s'avérait que maman leur avait caché mon existence. Mes grands-parents n'ont appris qu'à ce moment-là qu'ils avaient une petite fille. Maman avait une nouvelle famille, elle avait épousé un homme divorcé avec une fille, de mon âge mais un peu plus jeune. Elle la traitait comme sa propre enfant. Mes grands-parents étaient mal à l'aise avec moi, mais ils m'ont gardée parce que j'étais de leur sang. Ils me nourrissaient, mais ne me laissaient pas déranger la nouvelle vie de maman. Je vivais comme une invitée chez mes grands-parents dans cette vieille maison. Maman venait rarement, et quand elle le faisait, elle n'était pas amicale. Elle prodiguait tout son amour maternel à ma demi-sœur, assistait à ses réunions parents-professeurs, lui donnait des cours, lui achetait des choses dont je ne pouvais même pas rêver. Quand ma demi-sœur a gagné quelques places à l'école, tout le monde l'a félicitée. Maman l'a emmenée dans des parcs d'attractions. Je les enviais, j'ai étudié dur pour obtenir la première place, et je l'ai montré avec enthousiasme à maman. Mais personne n'a semblé heureux, juste un coup d'œil à mon bulletin scolaire, avec dédain. C'est ma demi-sœur qui a eu pitié de moi, m'a invitée dans sa chambre, a partagé ses romans d'amour préférés et ses collations favorites. J'ai remarqué un petit bonbon parmi eux, et j'ai demandé prudemment si je pouvais l'avoir. Elle me l'a généreusement tendu. Je l'ai précieusement gardé, je ne voulais pas le manger. Mais quand maman l'a vu, elle a froncé les sourcils, m'a attrapé la main, regardant le bonbon. « Tina, tu ne peux pas garder tes mains propres ?» Elle a cru que j'avais pris les affaires de ma sœur sans demander. Elle n'a même pas écouté mon explication, elle m'a simplement laissée au bord de la route et est partie en voiture. Je ne me souviens plus vraiment de ce que j'ai ressenti en regardant sa voiture disparaître au loin. Même maintenant, y penser me donne envie de pleurer. Quand maman a finalement réalisé que j'étais innocente, elle ne s'est jamais excusée. Même plus tard, quand j'ai eu mon propre argent de poche, je n'ai plus jamais osé désirer ce genre de bonbons. Peut-être que je l'évitais inconsciemment, sentant que je ne le méritais pas. Au lycée, les gens ont découvert mon passé. Ils ont commencé à m'appeler la fille du trafiquant d'enfants, une meurtrière, disant que je volais des choses. Que ce soit vrai ou non, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, et je suis devenue la personne la plus détestée de l'école. Mes camarades de classe ont commencé à m'ignorer. Pour les projets de groupe, j'étais toujours laissée seule. Tout le monde recevait des messages sauf moi. Personne ne voulait faire le ménage avec moi, alors je nettoyais tout l'endroit toute seule. Les choses ont empiré, quelqu'un m'a enfermée dans une salle de classe abandonnée, je me suis fait gronder pour avoir séché les cours, et une fois, on m'a poussée dans de l'eau glacée en hiver. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Même si je ne pouvais pas gagner, je me battais avec tout ce que j'avais. Alors, oui, je finissais par me faire tabasser par un groupe. Pendant mes moments les plus sombres, Ben était comme une bénédiction. Il a chassé ses intimidateurs. Ben venait d'être transféré dans notre école et était déjà populaire. Il avait un excellent milieu familial,
était beau et intelligent. Certains le surnommaient, même secrètement, le tombeur du campus. Ridicule, mais approprié. Il s'est approché de moi, sous le regard stupéfait de tous, a retiré sa veste et l'a posée sur mes épaules tremblantes. Ses sourcils et ses yeux saisissants, même après des années sans le voir, étaient tout aussi à couper le souffle. Il a levé un sourcil vers les intimidateurs et a dit « Pourquoi vous en prendre à elle ? Essayez-moi plutôt. » Personne n'a osé répondre, et ils sont tous partis. Ben m'a emmené à l'infirmerie pour des soins. Alors que nous rentrions, il a soupiré. « Pourquoi est-ce que chaque fois que je te vois, tu es dans un tel état ?» J'étais sans voix, perdu dans mes pensées. Il a pensé que je lorgnais des choses chez un vendeur de rue, alors il a arrêté la voiture et a tout acheté, me le donnant avec un sourire d'excuse. « Désolé si je t'ai contrarié. Ne t'inquiète pas, considère-nous comme des amis. Je m'assurerai que personne ne t'intimide plus jamais. » Ami ? Je suppose qu'il était mon premier véritable ami. J'ai regardé les friandises joliment emballées et un petit bonbon au raisin à l'intérieur et j'ai demandé doucement. « Tout ça est pour moi ?» Il a eu l'air confus, bien sûr. Pour qui d'autre ? J'ai pris le bonbon et j'ai commencé à pleurer. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle j'avais soudainement fondu en larmes et a maladroitement essayé de me réconforter. « Non, ne pleure pas. » J'ai essuyé mes larmes, serrant ce bonbon, et j'ai murmuré « Merci. » Il était vraiment incroyable. Peu après, Ben a été transféré dans ma classe et devenu mon voisin de bureau. Il m'a présenté à ses amis, qui sont devenus les miens aussi. Avec des amis autour, l'intimidation a cessé. Ceux qui m'avaient intimidé ont été punis, grâce à lui. Ils sont même venus s'excuser. Il m'a lentement sorti de la boue. Après la remise des diplômes, il m'a fait sa déclaration. Devant nos camarades de classe, j'ai tranquillement accepté, et il était aux anges. Il a volé le vélo de son copain pour m'emmener faire une virée, annonçant fièrement à tout le monde qu'il avait une petite amie. Le soir, il m'a raccompagné à contre-cœur, se tenant près des roses luxuriantes de l'été, me regardant entrer. Mes grands-parents n'étaient pas là, le mari de ma mère m'attendait, disant que c'était l'anniversaire de ma grand-mère et que toute la famille était sortie faire la fête, alors il était venu me chercher. J'ai hoché la tête et suis allé me changer pour quelque chose de plus joli. À ma surprise, mon soi-disant beau-père m'a suivi. Il avait toujours eu une image de bon mari, bon gendre, était plus amical avec moi que d'autres, alors je me suis pas méfiée. C'est pourquoi j'ai été choquée quand il s'est approché avec un sourire lubrique et m'a touchée. Il a essayé de me caresser le visage. « Tina, tu deviens vraiment plus jolie. » Je me suis défendue aussi fort que j'ai pu, mais comment aurais-je pu maîtriser un homme adulte ? J'ai arraché un morceau de son visage en le mordant et j'ai attrapé un trophée en cristal, le frappant à la tête à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il s'effondre, tachant le sol de ma chambre de sang. Épuisée, je me suis arrêtée, me rappelant comment, des années auparavant, dans ces montagnes profondes, j'avais lutté férocement comme un louveteau, combattant le destin de toutes mes forces. Ces vastes montagnes, j'avais l'impression de les avoir fuies et pourtant je ne les avais jamais vraiment quittées. Après son hospitalisation, ma mère m'a giflé et m'a regardée comme une ennemie. « Tu as dû le séduire. » Elle a été tirée à part tandis que je restais là, sous le choc. Tout le monde m'a blâmée. Elle a même changé ma demande d'admission à l'université sans me demander. Quand l'avis d'admission est arrivé, j'ai découvert que j'avais été acceptée dans une université lointaine. Mes grands-parents m'ont donné de l'argent pour les frais de scolarité. « Tu as 18 ans maintenant, nous ne sommes plus obligés de te soutenir. » En gros, me disant de ne pas revenir. Alors j'ai fait mes valises, pris un train de nuit pour une ville lointaine et inconnue. Je voyais tout le monde avec leurs parents qui les aidaient, mais j'étais seule, me débrouillant par moi-même. Je ne sais pas à quoi Ben pensait, mais il a renoncé à une excellente école proche pour me suivre, choisissant la même majeure. Il me regardait travailler à temps partiel, manger de la nourriture bon marché, partageant la moitié de son allocation avec moi, et prenant secrètement des emplois aussi pour aider à payer mes études. Poussée aux larmes, j'ai demandé « Pourquoi es-tu si bon avec moi ?» Le sourire de Ben était d'une beauté éblouissante. C'est mon devoir d'être bon avec ma petite amie. Même en couple, je ne voulais pas qu'il continue à m'aider sans que je lui rende l'appareil, insistant sur le fait que je le rembourserais après l'obtention de mon diplôme. Bientôt, naturellement, nous avons rencontré les parents, et les fiançailles et le mariage ont suivi. Tout s'est arrêté net le jour de nos fiançailles. Il m'a fallu des années et des années pour tomber amoureuse de lui. Mais il n'a fallu qu'un instant pour être déçue. Le dernier 1% d'affection que je ressentais n'était pas vraiment de l'amour. Je me souvenais constamment qu'il m'avait sauvée encore et encore. Je ne l'aimais plus, mais je ne pouvais pas supporter de le voir échouer et être éliminé. Ce 1% n'était pas de l'amour, c'était de la gratitude. J'ai fait mes valises et j'ai jeté au hasard un bonbon périmé dans ma poche. Le lendemain, en pensant à la façon dont mes grands-parents m'avaient nourrie quand j'étais enfant, je suis retournée à la villa.
Mais quand je suis arrivée à l'adresse qu'il m'avait donnée, ce n'était pas un hôpital, mais une villa. Alors que j'étais sur le point de partir, les portes de la villa se sont ouvertes en grand. Une bande de mes amis et camarades de classe se sont précipités, lançant des confettis partout, criant « Tina, joyeux anniversaire !» J'étais plus choquée que ravie. J'avais le pressentiment que c'était l'œuvre de Ben. Je voulais partir, mais je n'ai pas pu résister à mes anciens camarades de classe enthousiastes, qui m'ont traîné à l'intérieur de la villa décorée pour la fête, disant que c'était une fête d'anniversaire pour moi. Je pouvais résister férocement à la malice de quelqu'un, mais je ne pouvais pas facilement refuser leur gentillesse. Au plus fort de la fête, Ben a fait rouler un gâteau comme s'il était l'attraction principale, tout le monde lui faisant de la place. Il a poussé le gâteau à plusieurs étages au centre de la pièce, balayant les confusions et les griefs passés avec un sourire parfait, disant doucement « Tina, joyeux anniversaire !» Je voulais reculer, mais il m'a bloqué, l'air un peu attristé. On ne peut même pas être camarade de classe ? L'implication était qu'il célébrait sous le prétexte d'être un camarade de classe. Sous le regard de tous, j'ai dû rester. Quelqu'un a suggéré de jouer à un jeu où les scores les plus élevés et les plus bas échangeraient leur objet le plus important. Comme prévu, j'ai obtenu le score le plus élevé, et Ben le plus bas. Il a sorti une boîte cadeau sophistiquée, et quand elle a été ouverte, tout le monde a halté. À l'intérieur se trouvait un collier éblouissant et luxueux avec un énorme diamant rose. Quelqu'un l'a reconnu comme un héritage de la famille de Ben. J'ai sorti le bonbon périmé de ma poche, me sentant mal à l'aise de l'avoir à la main. Ben n'a pas du tout prêté attention à la disparité. Il a pris le bonbon de ma main et l'a soigneusement rangé, plaçant la boîte cadeau élaborée dans ma paume vide et répétant « Tina, joyeux anniversaire !» C'était son cadeau d'anniversaire méticuleusement préparé pour moi. Avant que je puisse tout assimiler, je l'ai entendu parler à son système, demandant « Système, le niveau d'affection de Tina a-t-il augmenté ?» Système, non. Ben était frustré. Aurait-elle vu quelque chose dans une pièce qui aurait fait chuter son affection si soudainement ? Quelle pièce ? Ça m'a frappé. Ben et moi avions vécu ici pendant un certain temps, et il y avait une pièce dans le grenier où il ne m'avait jamais laissé entrer. Pendant que tout le monde était distrait à la fête, je me suis dirigée vers le grenier et j'ai ouvert la porte. À l'intérieur se trouvaient de nombreux chevalets avec des tableaux d'une fille que je ne reconnaissais pas, avec un beau visage et un air doux. C'est donc à ça que ressemble Linda. J'ai vu dans le coin de la pièce plusieurs objets. J'ai réalisé que pour chacun de mes anniversaires ou de nos anniversaires, Ben préparait un cadeau pour moi et un encore meilleur à garder ici. Y compris le diamant rose d'aujourd'hui, il avait aussi préparé un diamant bleu plus gros et plus précieux pour son véritable premier amour. Tous ces cadeaux non livrés étaient là, me narguant silencieusement. Dans le coin, j'ai trouvé des journaux remplis de l'affection et du désir de Ben pour cette fille, et de sa gentillesse forcée envers moi, ainsi que de sa culpabilité envers Linda et de sa lassitude et impatience envers moi. J'ai lu comment il lui décrivait le processus pour me conquérir, le faisant passer pour une blague pour l'amuser. J'ai trébuché en descendant et j'ai accidentellement surpris Ben, quand personne ne regardait, jetant le bonbon périmé à la poubelle, ne faisant plus semblant de le chérir. Il ne doit pas se souvenir. Ce bonbon, il me l'avait donné quand nous étions jeunes. Je l'avais laissé périmer, mais je n'avais jamais eu le cœur de le manger. C'était la chose la plus importante pour moi. Ça l'était. Il m'a vu aussi et s'est figé un instant avant de froncer les sourcils, ne se donnant plus la peine de jouer la comédie, demandant froidement « Que faisais-tu en haut ?» Je l'ai regardé avec simplicité, je suis allée au grenier. Au grenier, voir ton premier amour caché. Je sais tout maintenant. Ben, je sais maintenant que ta gentillesse n'était qu'une partie de ta quête. Le printemps touchait à sa fin, les roses se fanaient, et avec la pluie continue, un tonnerre lointain a retenti alors qu'une forte pluie commençait à tomber. Alors qu'il retrouvait son calme, il m'a regardé profondément, attendant mon choc et mes questions maintenant que je connaissais la vérité, réfléchissant à la façon de gérer la situation. Il ne s'attendait pas à ce que je ne prenne pas la peine de le questionner. Je l'ai dépassé et j'ai couru sous la pluie, récupérant le bonbon périmé jeté à la poubelle. Toujours à contre-courant, jamais conciliante ni stable, brisant continuellement ses attentes. Ben m'a poursuivi sous la pluie, m'a ramené, m'a essuyé la pluie du visage et a dit avec colère « Tina, qu'est-ce que tu fais bon sang ?» Je me suis accroupie dans un coin, serrant le bonbon, les yeux fixés sur le sol, cachant mes pensées. Ma franchise précédente l'avait pris au dépourvu, déclenchant des souvenirs pour lui. J'avais entendu ses conversations avec le système. Bien sûr, tous ces sauvetages n'étaient pas des coïncidences mais des calculs. À 10 ans, après avoir été abandonné au poste de police, renvoyé au village pour y subir des abus, et errant comme une mendiante, il était là. Il était toujours là,
observant froidement mes épreuves, planifiant d'apparaître comme un sauveur quand j'étais la plus vulnérable, s'assurant que je ne l'oublierais jamais au premier regard. À 17 ans, intimidé à l'école, il a fait de même, ignorant ma souffrance jusqu'à ce que j'aie suffisamment enduré, puis intervenant, prétendant être mon héros. Mais en fait, ces gens qui m'intimidaient, il s'avérait qu'il était le cerveau derrière tout ça. Quand j'avais 18 ans, après qu'il m'ait avoué ses sentiments et m'ait raccompagné chez moi, il tenait le script. Il savait parfaitement quel destin m'attendait. Pourtant, il se tenait sous le rosier et me regardait avec indifférence. À ce moment-là, il n'est pas parti tout de suite. Il est juste resté là, et s'il levait les yeux, il me verrait là-haut à la fenêtre, luttant contre le destin. Plus tard, quand ma soi-disant famille m'a mise à la porte, devinez qui était derrière ça aussi ? Lui. Il m'a poussé dans l'isolement le plus total, puis est intervenu pour me sauver. Petit à petit, il a épuisé mon amour pour accomplir sa mission, pour sauver son véritable amour. Une lumière brisée, volant l'éclat d'un feu de forêt, prétendant être la lune. Prétendant être lumière, espoir, salut. Mais en réalité, ma vie n'avait ni lumière ni salut. Juste un incendie dans la forêt, propageant la destruction partout. Il ne savait pas que je pouvais lire dans les pensées. Je comprenais toute son indifférence et sa blessure. De son point de vue, il pensait que j'étais en colère simplement parce que j'avais découvert qu'il m'utilisait tout en ayant un premier amour. Lui et le système pensaient que je resterais en colère, déçue et le cœur brisé. Mais je me suis juste assise dans un coin, ma robe trempée, tenant silencieusement un vieux bonbon et murmurant « Tu ne te souviens probablement pas, mais tu me l'as donné. » À l'époque où j'étais intimidée, tu m'as emmenée à l'infirmerie, tu m'as raccompagnée chez moi, tu m'as acheté des collations en chemin. Je ne pouvais pas me résoudre à les manger, je les ai gardées jusqu'à maintenant. Je les regardais. Pendant une fraction de seconde, les yeux de Ben ont montré une lueur de réalisation, puis son regard est devenu compliqué. J'ai forcé un sourire. Merci pour le bonbon, pour ton cadeau d'anniversaire. Quoi qu'il arrive, je me souviendrai du bon en toi. Mon score d'affection amoureuse était à 2%. Le système a semblé un peu excité. Haute, enfin, la barre de progression a bougé. Ben a eu l'air choqué, la hausse de l'affection amoureuse était aussi inattendue que sa chute précédente. Mais si elle pouvait augmenter, il y avait une chance. Il a affiché un visage doux et attentionné, a inventé une histoire pour expliquer l'existence de Linda, a dit qu'elle était son premier amour décédé, mais qu'il l'oublierait pour m'aimer véritablement. Il m'a étreinte avec précaution. Cette fois, je ne me suis pas éloignée, j'ai fait semblant d'être touchée, et la voix du système a retenti. Le score d'affection amoureuse est à 10%. Haute, continuez. Continuez. Le regard doux et indulgent de Ben tenait à peine alors que ses yeux restaient fixés sur moi. J'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de m'évanouir, m'effondrant dans ses bras. Le médecin n'a pas trouvé pourquoi je m'étais évanouie, il a simplement attribué à l'épuisement et à l'inquiétude. Il m'a dit de me reposer et de me détendre. C'était une bonne opportunité. Ben s'est occupé de moi, et j'ai semblé émue, j'ai laissé tomber ma méfiance, j'ai cessé de lui résister. En quelques jours seulement, mon affection amoureuse a considérablement augmenté. Il a patiemment pris soin de moi, épluchant des pommes, mais au fond de lui, il était inquiet. Tina n'était pas quelqu'un qui se laissait facilement émouvoir, son affection amoureuse augmentait trop vite. Le système s'en fichait, elle vous aimait déjà. Les personnes qui manquent d'amour s'accrochent désespérément lorsqu'on leur montre un peu de gentillesse, cette augmentation est normale. Le système a ajouté « Haute, vous devez accélérer. » Étant le personnage secondaire maléfique, elle ne peut pas rester en vie jusqu'à la fin. Bientôt, Tina sera diagnostiquée avec un cancer et mourra. Vous n'avez pas beaucoup de temps. La main de Ben s'est arrêtée, il s'est accidentellement coupé le doigt. Du sang a immédiatement perlé de sa main claire et fine. Il a jeté nonchalamment la pomme tachée de sang, comme si ce moment de distraction n'était qu'une illusion, son cœur froid et calme. D'accord. Je trouverai un moyen de regagner son amour. J'étais allongée sur le côté, le regardant à travers un petit miroir sur la table, apercevant la fin misérable de mon histoire sans rien ressentir, juste un engourdissement. Endurant tant de souffrances depuis l'enfance, je n'ai compris que récemment pourquoi. Parce que j'étais le personnage secondaire maléfique. Être le personnage secondaire maléfique signifiait avoir un passé tragique, être méprisé, naturellement tordu et maléfique, créer des problèmes pour les protagonistes, approfondir leurs liens, et être éliminé quand on n'était plus nécessaire, ma vie se terminant de façon sombre. Ben a fini d'éplucher une autre pomme et me l'a tendue. Je me suis tournée, faisant semblant de ne remarquer sa blessure qu'à cet instant, touchant doucement son petit doigt avec une inquiétude les yeux humides. « Comment t'es-tu blessé la main ?» Il a subtilement retiré sa main, répondant avec désinvolture, « Juste une petite coupure, ça guérira tout seul. » J'ai désapprouvé,
J'ai attrapé un pansement, j'ai soigneusement enveloppé sa main froide, marmonnant, même les petites coupures font mal. Ensuite, j'ai levé les yeux brillants, remplis de lui. Les cils de Ben ont papillonnèrent tandis qu'il évitait mon regard. Il a entendu la voix du système, score d'affection amoureuse 55%. 59%. 61%. Haute, continuez comme ça, vous êtes presque sorti de ce monde de mission. À partir de là, la stratégie de Ben s'est déroulée sans accroc, l'affection amoureuse est remontée à 99%. Mais ce dernier 1% est resté, sans réel progrès. Le système a dit, c'est le défi d'une tâche de rang S, il n'est pas rare que les joueurs de tâche obtiennent l'affection amoureuse du personnage secondaire maléfique à 99%, mais tout le monde reste bloqué là, échouant finalement. Ben a réfléchi, complotant avec le système pour monter une scène de héros sauvant la demoiselle en détresse, espérant me remuer. Les habitants du village qui avaient été emprisonnés pour traite de femmes avaient pour la plupart été libérés, gardant rancune d'avoir ramené les flics à l'époque. Ils cherchaient à se venger de moi. Ben leur a divulgué mon adresse, complotant avec le système. Quand les voyous se présenteraient, ils me protégeraient de leur attaque, mourant de façon dramatique devant moi, laissant une impression durable pour gagner ce dernier 1% insaisissable. Il m'a emmené dans des endroits calmes. J'y suis allé, sans défense, partout où il suggérait. Une nuit, alors que nous rentrions par une ruelle mal éclairée, un homme menaçant a surgi, couteau à la main, ricanant. « Je t'ai eu, tu as ruiné ma femme et m'as envoyé en prison. » Je me fichais de l'énerver, je lui ai juste dit sans détour. « En quoi est-ce ma faute ? Tu t'es mis dans ce pétrin toi-même. » Le voyou s'est énervé et m'a chargé avec un couteau. Ben a sauté devant moi et l'a affronté, se faisant assez mal entailler. Au moment où il allait jouer le héros et prendre le coup de couteau pour moi, j'ai couru et j'ai pris le coup à sa place. Alors que la lame me frappait, j'entendais les sirènes de police au loin. Je les avais appelées quand personne ne regardait. Le type n'essayait pas vraiment de tuer quelqu'un. Voir le sang jaillir de ma poitrine et entendre les sirènes se rapprocher l'a affolé, et il s'est simplement enfui. Son système paniquait, criant « C'est fini, c'est fini. Le personnage secondaire est mort, qu'en est-il de votre mission ? Plus aucune chance pour ce dernier 1% maintenant, c'est sans espoir. » Ben ne se souciait pas de lui ni du système. À partir du moment où je l'ai protégé de ce couteau, il a comme décroché, me rattrapant alors que je m'effondrais dans ses bras, essayant désespérément d'arrêter le sang, même si c'était inutile. Il était submergé par une émotion profonde et écrasante. Ses yeux paraissaient calmes, mais contenaient quelque chose d'intense et d'inconnu. Sa voix trembla un peu. « Tina, tu ne peux pas mourir. Comment pourrais-tu mourir ? Comment puis-je te laisser mourir devant moi ?» Je l'ai interrompu, sortant un bonbon taché de sang de ma poche. Ma main faible n'avait pas beaucoup de force et il est tombé dans la flaque de sang. J'avais un peu envie de pleurer, mais j'ai fini par lui offrir un sourire. C'est tellement dommage. Je n'ai jamais pu goûter un seul bonbon avant de mourir. Ben, je n'ai pas eu beaucoup de bonnes choses dans cette vie, et la seule douceur que j'ai eue est venue de toi. Je te suis vraiment reconnaissante, si reconnaissante. Je savais d'une manière ou d'une autre que tu ne m'aimais pas. Je n'osais espérer l'amour de personne. Te voir une dernière fois me suffit. Ben, je t'aime tellement. Ma voix est devenue plus faible alors que je rassemblais mes forces pour dire cela, puis j'ai doucement fermé les yeux en le regardant une dernière fois. Au moment où j'ai succombé, étonnamment, le système a retenti, niveau d'affection de la cible 100%. Félicitations à l'hôte, mission accomplie. Début de la sortie du monde de la tâche maintenant. Système. Cela a vraiment surpris le système. Je ne pensais pas que l'échec du plan le ferait dépasser ce dernier 1%. Hôte, vous pourrez bientôt voir votre premier amour. Plus besoin de vous occuper de la vilaine. Hôte, hôte. Ben a été stupéfait pendant un moment, ramassant lentement le bonbon. Même si la mission était accomplie et que son vœu était sur le point de se réaliser, ce n'était pas la joie qu'il imaginait. Il serra fermement le bonbon bon marché et ensanglanté, se sentant étrange et douloureux. Avec l'activation de la voix mécanique, sa conscience s'est vidée, le laissant étourdi. Quand il a rouvert les yeux, elle était partie. Il était de retour dans son propre monde réel. Le plus jeune de la famille Ben s'était réveillé, et toutes les grandes familles de la ville se sont venues lui rendre visite, offrir leurs condoléances et le féliciter. Des voitures de luxe remplissaient la cour discrète mais extravagante de style chinois, avec des personnalités des milieux politiques et d'affaires affluant sans cesse. Le jeune maître Ben était une figure légendaire. Ben était un enfant illégitime, jamais vraiment apprécié, et était un étranger dans sa famille. Personne ne s'attendait à ce qu'après avoir atteint l'âge adulte, il se hisse au sommet sans pitié et devienne finalement l'héritier de la famille Ben et le plus jeune PDG de Ben Corp. Il avait désormais le dernier mot dans la ville C,
Alors naturellement, tout le monde était curieux de connaître son prochain mouvement. La rumeur voulait que le jeune maître Ben ait eu un premier amour qui était tombé dans le coma dans un accident de voiture en le sauvant et qui était resté pendant des années. Ben était dévoué, ignorant toutes les femmes riches et héritières de la ville C, restant aux côtés de cette fille. Lorsque les médecins ont dit qu'elle pourrait ne jamais se réveiller, Ben est devenu un peu fou, tentant même de se suicider pour rester avec elle. Heureusement, il a été découvert à temps et réanimé après plusieurs mois de coma. Il s'est finalement réveillé. Ce qui a encore plus surpris tout le monde, c'est que Linda, la fille que les médecins disaient ne jamais se réveiller, a miraculeusement aussi repris conscience. Les gens croyaient que c'était la dévotion inébranlable de Ben qui avait ému le ciel à la lui rendre. Dans la chambre d'hôpital, même après s'être réveillé, Ben semblait étourdi. Le système a appelé « Hôte. Hôte. Réveillez-vous, votre premier amour adoré est là pour vous voir. » Ben a froncé les sourcils à la voix agaçante du système, ouvrant lentement les yeux et fixant le plafond pendant longtemps. Il a demandé, presque avec dédain, « Pourquoi es-tu encore là ?» Le système a répondu joyeusement, « Une fois la dernière mission terminée, je pars à la retraite. » Nous, les systèmes, prenons tous notre retraite avec notre dernier hôte. L'esprit de Ben était confus, et il n'était pas d'humeur à se soucier du système. Il s'est levé juste au moment où Linda est entrée avec un bouquet. Elle portait une robe d'un blanc pur, son beau visage suscitant facilement la bienveillance. Croisant son regard, elle lui a offert un doux sourire comme si cela faisait une éternité. Linda s'est assise à côté de lui, demandant doucement avec inquiétude. « Ben, tu te sens mieux ?» Linda n'était pas la plus éblouissante, mais son comportement doux, ainsi que son milieu familial notable, en faisait une déesse pour beaucoup de jeunes hommes de l'élite de la ville. Maintenant, ces doux mots portaient assurément une aura de déesse. Ben aurait dû être ravi. Il avait enfin sauvé sa bien-aimée. Mais pour une raison quelconque, ses sentiments étaient désordonnés, un fouillis d'émotions indescriptibles bloqué en lui, avec tout sauf le bonheur. Quand il a regardé Linda, la fille qu'il avait tant aimée au point d'être prêt à mourir pour elle, la première chose qu'il a ressentie fut l'étrangeté. Les autres pensaient qu'il n'avait été inconscient que quelques mois. Mais aux yeux de Ben, il avait vécu une vie dans un monde de mission, s'étendant sur ce qui lui semblait être une demi-vie, aussi réelle que possible pendant toutes ces années. Soudainement de retour, tout lui semblait étrange, même son premier amour paraissait lointain. Ce n'est que lorsque Linda l'a appelé plusieurs fois qu'il est revenu à la réalité, forçant un léger sourire, et a répondu « Beaucoup mieux maintenant ». Il a repoussé ses sentiments désordonnés, s'efforçant de ne pas s'attarder sur ce qui s'était passé dans le monde de la mission. C'était fini, tout cela l'était. Maintenant, il devait passer à autre chose avec Tina. Elle n'était qu'une cible après tout. Devant lui se trouvait maintenant Linda, celle qu'il devait vraiment chérir et bien traiter. Il était amoureux de Linda. Cette autre personne n'était qu'une passante, quelqu'un d'insignifiant. Ben a regardé profondément dans les yeux de Linda, « Tu t'es enfin réveillée. Je t'ai attendu tant d'années. » L'expression de Linda est devenue sombre. « Oui, nous avons manqué tant d'années, mais nous avons enfin traversé les moments difficiles. Nous avons un long chemin devant nous maintenant. » Ben a répondu « Oui. » Il y a eu un moment de silence avant qu'il ne la tire dans ses bras et dise « Linda, je t'aime. » Les joues de Linda ont rougi un peu. Ben répétait « Je t'aime, seulement toi. » Il le répéta plusieurs fois sans le savoir, encore et encore, le soulignant avec une intention cachée dont il n'était même pas conscient. Après avoir été autorisé à quitter l'hôpital, c'était l'anniversaire de Linda. Ben a organisé lui-même une grande fête d'anniversaire pour elle. Leur histoire était devenue une fable populaire dans la ville C, tout le monde à la fête plaisantant avec Linda, disant qu'ils attendaient bientôt de bonnes nouvelles d'elle et de Ben. Linda a timidement levé son verre de vin et a socialisé. Son regard s'est porté sur Ben, perdu dans ses pensées en fixant le gâteau. Personne ne savait vraiment à quoi il pensait à ce moment-là. Après avoir été rappelé à l'ordre par quelqu'un à proximité, il a naturellement détourné son regard, se tournant pour écouter ceux qui l'entouraient. C'était un homme de peu de mots, sirotant occasionnellement son vin rouge tout en fixant le liquide adhérent au verre. Alors que la foule se dispersait, il a appelé le personnel de cuisine pour changer le gâteau. Tandis que le personnel éloignait le gâteau, Ben s'est inconsciemment rappelé avoir organisé de nombreuses fêtes d'anniversaire pour quelqu'un d'autre par le passé. Elle aimait les gâteaux décorés de lisianthus blanc. Son affection était durable et fidèle, alors chaque année, il commandait un gâteau sur le thème du lisianthus, d'un blanc pur et élégant, incroyablement beau. Ce gâteau n'était pas son choix. Par coïncidence, c'était un autre gâteau aux fleurs de lisianthus. Ben n'a instinctivement plus voulu voir quoi que ce soit qui lui soit lié. De retour dans le hall, Linda avait enfilé son cadeau, une longue robe en tulle bleu clair ornée d'innombrables cristaux scintillants. Elle a demandé avec attente « Je suis belle ?»
Ben a été déconcerté. Cela lui a rappelé quelqu'un d'autre, portant une robe bleu clair, lui demandant avec enthousiasme si elle était jolie. Qu'avait-il répondu à l'époque? Il avait dit que tout ce qu'elle portait lui allait bien. Il pensa, elle imite encore Linda. La sensation d'étouffement est revenue, lui alourdissant le cœur. Ben a regardé Linda et, d'une voix rauque, a prononcé un seul mot, oui. Il a jeté quelques regards de plus avant de partir précipitamment, son pas régulier cachant en réalité un soupçon d'évasion. Ben est sorti des lieux pour aller dans une petite cour à l'arrière de l'hôtel prendre l'air, retirant sa cravate avec irritation, toujours incapable de se débarrasser de cette sensation d'étouffement. C'était comme s'il pouvait encore entendre la fille demander « Je suis jolie ?» Vraiment? Elle était vraiment jolie, très jolie. Tina était éblouissante, à tel point que personne d'autre dans aucun des deux mondes ne pouvait rivaliser avec sa beauté. Elle ne savait pas que, lorsqu'elle est apparue de la foule dans cette belle robe, même les lumières pâles semblaient briller plus intensément. Mais à cette époque, Ben ne ressentait rien d'autre qu'une malice injustifiée envers elle. Peut-être était-ce pour évacuer sa frustration d'avoir à plaire aux autres, se sentant coupable envers son premier amour et la rejetant ainsi. Ou peut-être qu'il n'aimait tout simplement pas quelqu'un d'aussi intelligent et manipulateur qu'elle. Il a laissé la malice croître sans contrôle, comme si elle pouvait cacher le frisson involontaire qu'il ressentait à son apparition. Il ne voulait pas reconnaître sa beauté, sa gentillesse ou son existence. En y repensant maintenant, cette malice était complètement déraisonnable. C'est lui qui l'a activement approchée, a utilisé tous les moyens pour gagner son amour, seulement pour la rejeter comme si elle ne signifiait rien. C'est lui qui a perturbé sa vie, l'a séduite, l'a utilisée et l'a jetée. La soi-disant dévotion qui impressionnait tout le monde n'était que le résultat de la manipulation et du sacrifice d'une autre fille. Comment aurait-il pu avoir l'audace de la blâmer ou de la mépriser? C'est Ben qui avait fait du tort à Tina. La douce brise agitait les ombres des arbres. Ici dehors, il ne verrait rien qui lui soit lié, n'est-ce pas? Ben est resté sous l'arbre un moment, touchant inconsciemment le dos de sa main, où se trouvait autrefois une bague de fiançailles en saphir bleu. C'était aussi à l'extérieur du lieu, dans le jardin, qu'il l'avait retirée nonchalamment et jetée dans l'herbe. Ben est revenu à la réalité. Linda est sortie le trouver, rougissant en le remerciant, « Merci pour le cadeau, je l'aime beaucoup. » Ben est revenu à la réalité, quel cadeau? Dans la petite salle de réception, Ben a enfin remarqué que la pièce était remplie de chevalets et d'armoires d'objets précieux. C'était la pièce du monde de la mission, maintenant déplacée ici. Tout le monde pensait que c'était son œuvre, louant sa profonde affection, voyant son dévouement à préparer des cadeaux d'anniversaire chaque année pour son premier amour alors qu'elle était dans le coma. Linda se pavanait sous les regards envieux, redressant instinctivement le dos. Ben était inexpressif, demandant dans son esprit « Système, que se passe-t-il ici ?»« Système, c'est un petit avantage supplémentaire que je vous ai obtenu en vous aidant à apporter ces cadeaux. Ne regrettiez-vous pas de ne pas avoir pu les offrir ? Maintenant votre premier amour les a reçus, n'est-ce pas une belle surprise ? » Il n'y avait pas la moindre trace de surprise dans l'expression de Ben, au contraire, il semblait un peu pâle. Il a regardé un collier en diamant rose tombé dans le coin, les doigts tressaillants mais ne le ramassant finalement pas. Au milieu d'une mer de bleu, c'était l'une des rares choses d'une couleur différente. Il avait toujours su. Tina aimait le blanc, le rose et le violet, mais ne s'intéressait pas au bleu. D'une certaine manière, il était la personne qui la comprenait le mieux. Il avait étudié chaque aspect de son histoire à plusieurs reprises, participé à sa courte vie, y laissant des marques indélébiles. Dans un sens, ils étaient pareils. Tous deux nés dans l'abîme, s'en sortant désespérément avec des esprits rusés, attirés par les gens et les choses d'un blanc pur. C'est pourquoi Ben était attiré par Linda, tout comme son premier amour, tandis que Tina aimait la façade des personnalités solaires. Tina aimait les robes blanches, avec la chaude brise estivale se balançant sous l'ombre des figuiers bagnants, créant une brillance tachetée. Tina aime les campanules blanches et les muguets. Elle place souvent un vase délicat rempli d'œufs sur son bureau. Tina, avec son apparence pure et inoffensive, semble pitoyable quand elle est lésée. Personne ne devinerait qu'elle est en réalité forte, ne laissant personne la malmener. Tina n'est pas fan du bleu. À l'époque, il ne se souciait pas de ses préférences. Même s'il savait, il n'y prêtait pas attention, ne choisissant les cadeaux que selon ce que Linda aimait. Elle n'a jamais montré de déception, mais peut-être était-elle un peu déçue au final. Haute, Ben est revenu à la réalité. Le système le harcelait, vous avez encore décroché. Qu'est-ce qui vous arrive ces derniers temps? À quoi pensez-vous? À quoi pensait-il? À Tina. Il évitait tout ce qui la concernait, et pourtant il se retrouvait constamment à penser à elle, incapable de s'arrêter.
Ben a maladroitement reporté son regard sur Linda, se rappelant à plusieurs reprises qu'il devait se soucier de Linda, celle qu'il devait aimer. Il a ajusté son expression, a souri chaleureusement et a célébré l'anniversaire de Linda. Après la célébration, alors que les gens commençaient à partir, Linda s'est timidement penchée pour l'embrasser. Instinctivement, Ben a tourné la tête, l'évitant. Linda a eu l'air perplexe. Il a réalisé son erreur et a commencé à s'excuser, mais a plutôt entendu les pensées intérieures de Linda. Que se passe-t-il? Le niveau d'affection du méchant n'a-t-il pas atteint son maximum il y a longtemps? Ben a figé. Linda n'a pas remarqué son changement et a gardé une couche de doute et de blessure en surface, agitée et confuse à l'intérieur. J'ai dégagé la voix du méchant il y a longtemps, j'ai terminé ma mission et j'ai quitté ce monde. C'est bizarre d'être ramené. Mais pourquoi le méchant, qui devrait être plein d'amour, agit-il étrangement? Sans le système, je ne peux pas vérifier les niveaux d'affection ni utiliser les outils de charme. C'est délicat. Pas étonnant, c'est un méchant beau, fort, tragique, froid et têtu. Après ne pas s'être vu pendant quelques années, il est plus impressionnant que le protagoniste original. Tant que je tiendrai son cœur, je pourrai régner sur ce monde, être riche et puissante, et vivre une bonne vie ici. Ben n'arrivait pas à y croire, la fixant comme s'il essayait de voir ses vraies pensées. Quoi qu'il ait entendu, le système aussi, s'exclamant sous le choc. Bon sang, elle vous manipulait depuis le début. Linda a attendu une réaction de sa part mais n'a rien vu. Elle a pris l'initiative, faisant semblant que le moment gênant n'était pas arrivé, et a essayé de l'étreindre. Ben a brusquement réagi, l'a repoussée et s'est éloignée en trébuchant. Laissée là, Linda a fait face aux regards étranges des gens, se mordant la lèvre d'embarras. Ben a erré longtemps, se sentant étourdi, son monde sens dessus-dessous. Il a trébuché sur des fleurs et est tombé dans les buissons. Les roses en cascade fleurissaient partout. Ses mains pâles, semblables à du jade, se sont piquées, de petites plaies rouges ressortant. La légère douleur l'a réveillé lentement. Assis parmi les roses, ignorant les épines, il a répété les mêmes mots que le système. Alors elle me manipulait depuis le début. Maintenant au sommet de son pouvoir, peu de gens se souvenaient de l'enfance difficile de Ben. Seul lui s'en souvenait. Sa mère était une hôtesse de Baran qui avait eu plusieurs rencontres avec son père, était tombée enceinte, lui avait donné naissance, et l'avait emmenée à la famille Ben vers 2 ou 3 ans, puis avait disparu après avoir reçu une grosse somme d'argent. Madame Ben n'aimait pas l'apparition soudaine d'un enfant illégitime. Mais elle le plaignait d'être si jeune sans mère, alors elle l'a autorisé à rester, assignant nonchalamment une nounou pour s'occuper de lui. Son père n'aimait pas ce fils issu d'un milieu pauvre, et Madame Ben ne l'aimait pas non plus. La nounou le traitait mal, le battant et le grondant souvent. Au sein de la famille élargie, ses frères le harcelaient fréquemment, le laissaient affamer jusqu'à ce qu'il se batte avec les chiens de garde pour de la viande crue, et le battaient pour s'amuser. Linda est apparue pendant cette période sombre, comme une lumière dans l'abîme. Elle lui apportait de la nourriture, lui achetait un petit gâteau d'anniversaire et empêchait les autres de le blesser. À l'école, bien que Ben soit à part, constamment harcelé, Linda était toujours là pour le sauver. Mais Linda était populaire, admirée par beaucoup. Il n'était qu'un inconnu parmi eux. Alors il s'est battu désespérément pour grimper, utilisant tous les moyens, est inopinément devenu l'héritier de la famille Ben, gagnant enfin le courage de la poursuivre. Puis, un accident est survenu. Linda l'a poussé loin d'une voiture qui roulait vite mais a été heurtée elle-même, devenant une patiente en coma prolongé. Ben a toujours vu Linda comme son premier amour, sa lumière. Mais aujourd'hui, cette lumière s'est avérée fausse. Ayant grandi sans beaucoup d'amour, les gens deviennent soit extrêmement nécessiteux, avides d'amour, soit ils deviennent froids et distants émotionnellement. Ben était le second cas. S'accrochant désespérément à l'amour qu'il avait, même prêt à donner sa vie pour cela. Comme c'est ridicule de découvrir que tout était un mensonge, juste une imposture. À ce moment, il a enfin ressenti ce que Tina avait traversé. Il a partagé leur douleur, son cœur lourd et endolori, petite mais persistante. Tout comme la douleur des blessures sur sa main. Il se rappela les yeux de Tina, embués et attentionnés, comme elle pensait tendrement même la plus petite blessure, n'ayant que lui dans les yeux. Personne d'autre ne ferait jamais cela, s'inquiétant de son moindre inconfort. Au final, Tina était la seule à l'avoir vraiment aimé. Pourtant, il a blessé la seule personne qui se souciait sincèrement de lui pour un amour factice. Ben est tombé malade. Après avoir repoussé la personne qu'il pensait admirer devant tout le monde, il a couru dans un coin, dans les fleurs épineuses, et est resté sous la pluie battante, sans vie, la laissant laver ses plaies saignantes. Le secrétaire l'a trouvé ainsi. Après avoir été ramené de force, Ben a attrapé un rhume et de la fièvre. Quand Linda a essayé de le soigner, il lui a froidement dit de partir.
Son changement soudain a confus tout le monde, ne comprenant pas ce qui lui était arrivé. Après s'être rétablie, Linda a trouvé une chance de le revoir. Ben était occupé à rattraper son travail et ne l'a pas renvoyé cette fois-ci. Après une longue journée, ils sont descendus se promener dans la brise du soir. Linda a finalement demandé « Ben, qu'est-ce qui t'arrive ? Quelque chose te tracasse ?» Ben l'a regardé calmement, son expression compliquée. Ses sentiments pour Beksukshu étaient aussi complexes. Il ne voulait pas la voir d'une certaine manière, se sentait même agacé, mais se souvenait qu'elle l'avait beaucoup aidé. Ben pensait qu'il ne devait pas simplement l'ignorer. Le regard baissé, il a répondu « Rien ». En passant devant un petit stand, le vendeur leur a proposé des fleurs avec enthousiasme. Ben n'était pas intéressé, mais a remarqué des bonbons attachés à des ballons dans un coin. Il s'est arrêté et a posé des questions à ce sujet. Le vendeur a rapidement répondu « C'est pour les enfants, mais si ça vous plaît, vous pouvez en prendre un ». Ben est resté silencieux. Le vendeur a supposé qu'il acceptait d'acheter et a directement remis un bouquet de fleurs à Linda, lui donnant également les extras, la complimentant doucement. « Monsieur, votre petite amie est si jolie, un couple parfait. » Ben s'est concentré sur le bonbon, n'ayant pas l'intention de lui donner des fleurs. Mais l'arrêter maintenant semblait gênant, alors il a laissé faire. En entendant le vendeur, il a froncé les sourcils, « Ce n'est pas ma petite amie. » Le sourire de Linda s'est figé. Le vendeur a maladroitement changé ses mots. Après avoir continué à marcher, Linda l'a remercié pour les fleurs. Ben a tenté d'expliquer avec raideur, mais elle l'a interrompu. Linda, apparemment négligente, a laissé le ballon et le bonbon lui échapper des mains, et le bonbon à l'emballage violet est tombé dans la rivière. Elle s'en fichait et pensait intérieurement. Une chose si bon marché, seuls les enfants de la campagne aimeraient ça. C'est gênant à tenir, mieux vaut le jeter. Un bonbon bon marché, démodé, insignifiant. Linda n'a pas réfléchi à deux fois à l'incident, ne réalisant que plus tard que Ben s'était arrêté, fixant intensément l'eau immobile. Elle était perplexe. Ben s'est agrippé la poitrine tandis que la douleur se répandait dans tout son corps, faisant trembler le bout de ses doigts. La rivière froide semblait teintée de rouge, alors qu'il imaginait Tina gisant dans une mare de sang. Elle avait tenu un bonbon périmé, l'emballage taché de sang bruissant doucement. Le bonbon qu'elle n'avait jamais pu manger. Il s'est rappelé quand elle lui avait tendu le bonbon à sa fête d'anniversaire. Il ne s'en était pas soucié et l'avait jeté à la poubelle. Elle l'avait récupéré sous la pluie, et s'était assise tranquillement dans un coin, silencieuse à en crever le cœur. Un autre souvenir a émergé quand il l'a ramenée chez elle après qu'elle ait été intimidée, rongée par la culpabilité. Il l'a observée attentivement, remarquant son regard sur un stand depuis la voiture, lui achetant tout ce qu'il y avait. La jeune fille, surprise, avait choisi le bonbon quelconque et bon marché parmi les collations, et l'avait remercié doucement et sincèrement. Ce n'était qu'un bonbon, et pourtant pas juste un bonbon. C'était l'affection familiale, romantique et amicale dont elle ne pouvait que rêver. Les yeux de Ben sont devenus rouges alors qu'il plongeait dans la rivière glacée. Ben est de nouveau tombé malade. Quelle malchance! Au printemps frisquet, il a sauté dans la rivière, comme possédé, juste pour un bonbon. Il ne l'a pas récupéré. L'eau était trop froide, le faisant presque se cramponner, le noyant presque. Déjà à peine remis de maladies précédentes, l'épreuve l'a rendu fiévreux. Il a commencé à marmonner, à halluciner, et à appeler Tina avec fièvre. Tina? Son secrétaire de longue date a confirmé qu'il ne connaissait personne de ce nom, appelant même un psychologue. Le médecin n'a pas pu identifier le problème, a prescrit des sédatifs et est parti. Alors que la fièvre persistait, Ben est progressivement devenu plus lucide. Pâle, les joues rougies, il a fixé d'un regard vide la plaie cicatrisée sur sa main, un sourire amer jouant sur ses lèvres. Il se moquait de sa propre misère. Quand il a plongé dans l'eau froide, le flou s'est estompé, une lumière fine vacillait au-dessus, il a finalement laissé ses émotions déferler. Son cœur chaotique s'est progressivement démêlé. Les émotions bloquées et étouffantes ont trouvé leur libération, lacérant son cœur. Enfin, il a réalisé son amour pour Tina. Il a admis qu'il le regrettait. Il regrettait d'avoir perdu une fille qu'il aimait si profondément. Les souvenirs d'elle ne devenaient que plus vifs avec le temps, le transperçant de chagrin à chaque remémoration. Ben s'est visiblement enfoncé dans l'abattement. Alors que son corps guérissait, son esprit restait piégé dans la maladie, désintéressé de tout, même de sa carrière autrefois chérie. Il a débarrassé ses locaux de plantes précieuses, plantant des roses à la place. Mais les roses à cette période de l'année étaient en train de faner, pas de fleurir. Ben a écrasé une rose fanée, laissant le parfum doux amer se répandre, emplissant l'air d'une fragrance décadente. Il a fixé la coupure sur sa main et a murmuré. Même une petite blessure fait mal.
Combien cela a-t-il dû faire mal quand elle a été poignardée? Son teint était pâle, ses lèvres incolores. Son secrétaire a surpris cette scène, faisant semblant de ne pas entendre le marmonnement étrange de Ben, s'approchant pour lui faire rapport sur les affaires de l'entreprise et mentionnant les fréquentes tentatives de Linda de lui rendre visite, arrêtée à la porte. Ben n'avait aucun intérêt à répondre. Juste à ce moment-là, son secrétaire a pris un appel, revenant avec une expression grave et anxieuse, l'informant « Patron, Linda a été kidnappée ». C'était à l'origine le problème des parents de Linda, mais incapables de le gérer, ils ont demandé l'aide de Ben, croyant qu'il avait des sentiments spéciaux pour Linda. Ben a hésité, mais a finalement décidé d'intervenir. Même si ses sentiments pour Linda s'étaient estompés, la gratitude subsistait pour son aide passée. Quelles que soient ses motivations, il ne pouvait pas l'ignorer. Tina ne supporte pas les gens froids et lugubres. Les ravisseurs ont exigé qu'une personne apporte la rançon à l'endroit désigné. Les parents de Linda étaient trop effrayés. Alors Ben y a apporté lui-même un sac d'argent, avec des policiers le suivant secrètement. C'était une zone montagneuse, abandonnée à la campagne. L'échange s'est bien passé, mais un conflit a éclaté vers la fin. Les ravisseurs voulaient tuer Linda. Ben a donné un coup de pied à l'un d'eux, faisant tomber l'arme de sa main, et a commencé à les repousser. Dans le chaos, il a réussi à s'échapper avec Linda. Il a été blessé, et le groupe se rapprochait. Alors il a froncé les sourcils en regardant Linda et a dit: séparons-nous. Je vais les détourner. Linda était effrayée et a essayé de rester près de lui. Ben l'a évité. Linda avait l'air blessée, mais Ben a soudainement entendu ses pensées intérieures. Ces gars engagés sont de très bons acteurs. Il faut les payer plus. Ben a brusquement levé la tête, la fixant. Linda n'a pas remarqué son expression. Elle complotait toujours comment utiliser cette chance pour se rapprocher de lui, ignorant que ses pensées lui étaient claires et audibles. Ben a écouté, sentant toutes ses forces le quitter. Il ne pouvait pas faire un pas. Il s'avérait que Linda avait monté cela pour le piéger. Le comportement soudainement froid de Ben l'avait rendue anxieuse, craignant d'avoir perdu sa place spéciale dans son cœur. Alors elle a mis en scène son propre enlèvement pour attirer Ben, pensant qu'il tisserait des liens grâce à cette expérience partagée. Ce n'était pas la première fois. À l'école, le harcèlement que Ben a subi avait été orchestré par elle, et elle avait fait semblant de le secourir après. Enfant, quand il était intimidé par sa famille, elle observait de loin et n'intervenait qu'à son point le plus bas pour augmenter sa gratitude. Elle poussait quelqu'un dans un abîme puis le retirait doucement, prétendant être son sauveur. Tout comme il traitait Tina auparavant. Quand c'est vous qui tenez le couteau, vous ne ressentez rien. Mais quand la lame se retourne et transperce votre propre cœur, alors vous ressentez la douleur. C'est une justice poétique, et c'est la meilleure sorte. Le cœur de Ben lui faisait mal, et tout à coup, des souvenirs ont afflué. La jeune Tina laissée au poste de police, Tina battue et trempée dans l'eau froide, la courageuse Tina brisant un trophée sur la tête de son beau-père. Il avait toujours évité de se remémorer ces moments. Mais maintenant, il s'est forcé à revivre chaque instant, ressentant la douleur déchirante, la culpabilité et le regret indescriptible. Les faux ravisseurs les ont rattrapés, et Linda a essayé anxieusement de le tirer. Ben l'a repoussé, s'est effondré sur les genoux, se serrant la tête douloureuse. La douleur s'est intensifiée. Il s'est tenu la tête. Les poursuivants ont échangé des regards, surpris de les avoir rattrapés si vite. Ils ont hésité, ne voulant pas dévoiler leur couverture, alors ils ont commencé à le frapper à coups de pied, essayant de rendre la scène réaliste. Ben n'a pas résisté, toujours en se tenant la tête, perdu, jusqu'à l'arrivée de la police qui a arrêté tout le monde. Même quand ils l'ont aidé à monter dans une voiture, quelque chose a fait tilt dans son esprit. Il pensa, Tina doit le haïr. Les statistiques d'amour de Tina avaient chuté lors de la fête de fiançailles, ce qu'il avait confondu à l'époque, mais maintenant cela avait un sens. Peut-être avait-elle réalisé ses capacités de lecture de pensée à ce moment-là. Ben se rappela son dédain intérieur pour elle à ce moment-là, réalisant qu'elle avait dû tout entendre, et la panique s'est emparée de lui. Plus tard, elle a probablement découvert les épreuves qu'il lui avait infligées pendant sa conquête. Elle doit le haïr. Ben connaissait bien Tina. Son apparence douce était trompeuse en dessous, elle était féroce. Enfant, elle a mis le feu au village qui l'avait maltraitée. Au lycée, elle a farouchement riposté contre les intimidateurs. Après l'université, lorsque son beau-père a tenté de la molester, elle lui a fracassé la tête. Sachant ce qu'il avait fait, la vengeance était inévitable. Peut-être qu'elle avait commencé à planifier cette fête d'anniversaire, simulant progressivement l'affection pour le séduire à nouveau. Elle a délibérément eu l'air pitoyable après s'être retrouvée trempée sous la pluie pour susciter la sympathie. Elle a délibérément montré de l'inquiétude quand il s'est coupé la main, jouant un rôle sincère.
Elle avait l'intention de le protéger du mal, s'assurant que ses derniers mots soient culpabilisants. Elle savait que son destin était scellé à cause du cancer, alors même dans la mort, cela devait signifier quelque chose. Elle a fait semblant de tomber à nouveau amoureuse de lui, faisant de lui son monde. C'était comme lancer des couteaux à travers le temps, chacun le frappant durement. Il l'a trompée et l'a abandonnée, alors elle s'est vengée de lui avec la même méthode. Elle voulait qu'il soit coupable pour toujours, incapable de l'oublier, qu'il tombe amoureux d'elle trop tard, une fois qu'elle serait partie, morte dans ses bras. Elle voulait qu'il vive dans un regret éternel et un amour inassouvi. Pas étonnant qu'elle ait été la vilaine intrigante qui a hanté le protagoniste masculin et rendu la protagoniste féminine craintive, nécessitant sa mort prématurée pour assurer la ligne amoureuse des protagonistes. C'était un stratagème ouvert, et même le comprendre n'a pas sauvé Ben. Il s'est volontairement laissé prendre, riant doucement et murmurant « Quelle fille intelligente !» Ben avait toujours pensé qu'il aimait les filles innocentes et inoffensives. Mais il a réalisé maintenant que quelqu'un comme Tina, tout aussi profonde et complexe, le captivait vraiment. Quel dommage. Trop tard. Elle est morte dans ses bras. Ce moment est devenu le souvenir le plus douloureux de Ben. Des preuves ont été trouvées liant Linda au ravisseur, ce qui a conduit à son reniement et à sa disparition. Ben a erré sans but, hanté par des souvenirs, murmurant le nom d'une fille qu'il n'avait jamais vraiment rencontrée, se faisant du mal épuisant son entourage. Il cherchait un moyen de retourner dans le monde de la mission. Il voulait que le système Y ramène. Peut-être que si le monde se réinitialisait, Tina existerait à nouveau. Le système n'a pas nié sa supposition, mais a refusé de le ramener. Il a dit que l'escorté consommerait son énergie sans aucun retour. Quand on lui a demandé trop de fois, le système a commencé à faire le mort et a disparu. Ben n'a pas abandonné. La dernière fois, il avait été aspiré dans le monde de la mission alors qu'il était au bord de la mort. Alors il a pensé que c'était peut-être la clé pour y retourner. Il a tenté de s'automutiler à plusieurs reprises mais a été sauvé à chaque fois. Le vieil homme de sa famille était si furieux qu'il n'arrêtait pas de frapper sa canne. Certaines personnes ont même spéculé que Ben était mentalement instable. La spéculation a rapidement fait consensus car tout le monde avait remarqué à quel point Ben se comportait étrangement. De l'organisation d'une fête d'anniversaire pour Linda, pour ensuite l'abandonner en public, à rester assis dans les épines sous une tempête, se faisant tremper. Du fait de sauter dans la rivière pour un bonbon à l'hallucination et l'appel d'un nom inexistant. Il y avait d'autres comportements étranges qui ont rendu les gens suspicieux. Sa famille a secrètement fait venir un psychiatre de premier ordre. Ben ne savait pas ce qu'il préparait. Il était allongé sur le lit d'hôpital, les bras couverts de cicatrices. Quand il s'est réveillé de l'inconscience, il était inhabituellement excité, murmurant « Encore un peu, juste un peu ». Puis, quand personne ne regardait, il a de nouveau essayé de se trancher le poignet. Tous les objets tranchants de la pièce avaient été retirés, alors il a cassé un petit appareil médical en céramique et a utilisé les éclats pour se faire une profonde coupure à la main. Le sang coulait à flots, pourtant Ben restait inexpressif. Peut-être que lorsque le regret atteint un point au-delà du soulagement, l'automutilation devient une forme de libération. Il ne s'est pas passé longtemps avant qu'il ne s'effondre. Dans un état de confusion, Ben ne savait pas combien de temps s'était écoulé quand il a réalisé qu'il se trouvait dans une ruelle. C'était le même endroit où il avait été avant de quitter le monde de la mission. La ruelle était propre, sans aucune trace de la bataille précédente, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Il était excité, mais il ne le montrait pas. Il a vérifié l'heure mais ce n'était pas ce qu'il attendait. Le monde ne s'était pas réinitialisé. Quelle que soit la durée écoulée dans le monde réel, la même durée s'était écoulée ici. C'était le 3e mois après la mort de Tina. Elle était partie. Vraiment partie. Elle ne reviendrait jamais. Tout espoir s'est effondré. Ben, d'habitude aussi stable que